paysagiste et pépiniériste de son état, spécialisé dans les plantes aquatiques, qui possède un gros bêta. Et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à aller visiter sa pépinière qui est absolument magique, magnifique. Eric est ici pour nous parler d'un concept qu'il a développé lui-même, qui s'appelle le jardin punk, et je vous laisse nous en révéler un peu les mystères. Sachant qu'au début, quand il a employé ce terme, je pensais beaucoup à Derek Jarman, notamment Derek Jarman, qui est ce cinéaste expérimental anglais et qui avait installé, qui était atteint du sida, et qui en est mort d'ailleurs, et qui à la fin de sa vie, ce chercheur malade, avait voulu faire un jardin. Il avait choisi le lieu le plus pourri de la planète, au pied d'une centrale nucléaire. Il existe un bouquin qui est absolument magnifique, qui s'appelle Mon dernier jardin. Un dernier jardin. Un dernier jardin, pardon, exact. Et aussi, surtout, je vous invite vraiment, vivement, à vous inscrire sur la page Facebook d'Eric, qui en plus d'être un activiste hors pair, a une plume absolument exceptionnelle. C'est un grand poète, et vraiment, je pense que ses posts mériteraient d'être publiés. C'est absolument à tomber par terre. Vraiment, c'est d'une finesse incroyable, c'est d'une justesse essentielle. Voilà, petit rappel, nous sommes un festival autogéré, c'est-à-dire que nous sommes en participation libre et consciente. Merci de jouer le jeu. On a investi des frais, c'est le travail d'une équipe, ça fait 3 mois qu'on est dessus, et ça serait bien qu'on ne soit pas de notre poche à la fin de cette journée. Il y a 2 caisses qui sont à l'accueil 1, à l'accueil 2, et une caisse de dons à la cuisine. On accepte les piécettes, mais aussi les gros billets, donc bonne santé. Et je laisse la parole à Eric, et je le remercie encore vivement, ainsi que Dylan, d'avoir joué le jeu, parce que je les ai contactés relativement tardivement, et ils sont venus tous les deux de loin, de manière très généreuse. Voilà, merci. Bon, bonjour, après une introduction pareille, je crois que je vais pouvoir partir parce que j'ai besoin de rien d'autre. C'est super. Les présentations sont faites, je suis pépiniériste, paysagiste, j'habite dans Lyon, dans un coin un peu spécial. Je vais juste, je vais vous faire la conférence sous forme de diaporama commenté. Alors, au début, ça peut paraître ennuyeux, mais comme je parle beaucoup, c'est mieux de faire comme ça. Ça permet de canaliser la parole, et puis à la fin, peut-être même en cours de route, si je suis vraiment trop long, vous pouvez toujours m'interrompre pour me poser des questions. D'abord, qui vous parle? On a commencé à en parler. J'ai grandi tout près d'ici. Là, c'est la cité du Bois-Perrier à Rosny-sous-Bois. Je me suis amusé à compter ce matin sur une carte, parce que je cherchais comment me repérer pour venir ici. Il y a 49 immeubles sur la cité. Ça donne une vague idée. Pour décrire le truc rapidement, j'ai eu qu'une envie à partir du moment où j'étais en état de formuler une pensée, c'était de me barrer de là. J'avais la chance d'avoir des parents qui étaient issus de la campagne et d'avoir la possibilité d'aller passer mes vacances dans le Morvan, dans une zone super sauvage, en plein dans un parc naturel. Je peux vous assurer que le contraste était suffisamment saisissant pour que j'ai envie de prendre les gens à mon cou. Malheureusement, l'essentiel de l'année, je ne pouvais pas. Voilà. La question que j'ai commencé à me poser quand je me suis retrouvé coincé là, c'est la question que je me suis posée encore plus fort quand je suis rentré à l'école de paysagiste. Comment rendre tout ça moins laid, plus agréable à vivre, et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le rapport de l'homme au paysage? Parce que, comment dire, pour faire ça, là, pour faire ce truc, il y a des gens qui se sont donné du mal. J'avais la chance en fait d'habiter, j'habitais juste là, le petit truc, ici là, sous les arbres on voyait rien, c'était tout sombre, etc. Et juste dans l'immeuble en face, il y avait une dame très âgée que j'aimais bien, avec laquelle j'aimais bien causer, je me barrais de chez moi, j'allais la voir. Et cette dame-là, j'ai mis un moment à comprendre, parce que j'étais petit, que c'était la femme, enfin la veuve en l'occurrence, du maire qui avait créé cette cité. Et ces gens y croyaient vraiment, elle vivait dans l'immeuble en face du mien, dans un appart comme celui dans lequel je vivais avec mes parents. Ces gens-là ont vraiment pensé à notre bien-être. Elle était très fière de dire le confort qu'elle avait donné à tous les gens qui venaient vivre là, avec des espaces verts partout. En l'occurrence, à l'époque, des œuvres d'art un peu partout. On aime ou on n'aime pas. C'est sûr que du buffet pour filer le moral à des mômes, il y a mieux. Mais en l'occurrence, il y avait une bonne intention. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je cherchais la nature partout où elle se trouvait. J'éduquais mes copains qui ne savaient pas. Les petits Africains venaient m'expliquer tout ce qui se bouffait que j'osais pas manger. Et que ma mère me disait « Oh, c'est des boules rouges, ça se mange pas. » Mais si les copains ils en mangent, c'est bon. Et tout ça. Je parle un peu vite, je peux ralentir. Mais je sais pas quoi. Je profite, s'il y a des personnes qui veulent se ralentir,
Ça évitera ceux du fond de cramer. Oui, si vous pouvez vous avancer un petit peu. Tout le monde peut faire un mouvement général vers l'avant. Bon, dès que la paille bouge plus, je continue. Là, il y a Pogo, il se prépare à côté. C'est fastidieux, c'est embêtant, ce sont des chiffres, mais ils sont peu parlants. Entre 92 et 2000, bon, malheureusement quand j'ai eu le graphique, il n'y avait pas de chiffres plus récents. On a globalement perdu, on a gagné 7,85% de sol artificialisé sur la France. C'est quand même assez considérable. 13% valorisation totale, enfin bon, c'est hallucinant. Le fait est que les milieux artificialisés les milieux naturels qui ont le plus disparu sont les prairies. Et que les forêts, si elles ont un chiffre relativement positif, il faut oublier que dans ces forêts, il y a tout ce qui est en fait des friches, avec des essences pas nobles, des choses qui sont refaites dans tout ce qu'on appelle les délaissés, les jungles urbaines, entre guillemets, les friches industrielles et compagnie. Donc le constat est quand même assez terrible. On bétonne et on bétonne encore. Pas pour rien qu'en ce moment il y a des gens qui sont en train de se battre un peu partout dans la France pour éviter que des bretelles d'autoroute se construisent, pour éviter toutes les aides dont j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez. D'ailleurs il y a un petit combat qui a été gagné hier en Alsace avec un petit groupe, parce qu'ils sont quand même pas très nombreux, d'écologistes qui se sont bien battus. Il y a même une députée qui s'est faite gazer par les flics, qui ont réussi à faire infléchir la loi et à empêcher au moins momentanément qu'une bretelle soit construite alors que les travaux avaient débuté. Voilà, donc ça vaut le coup de se bagarrer. Petit exemple, voilà, Aglo de Rennes. Entre 2006 et 2012, vous aviez des champs, vous avez du bocage, et puis vous avez une belle zone industrielle. Faut que je parle moins vite. Bussy-Saint-Georges, c'est pas loin d'ici, hein. Parce que quand j'ai quitté ma petite cité à Rosny, je suis allé à Marne-la-Vallée, donc j'ai pu voir tout ça pousser. Bussy-Saint-Georges, je l'ai même connu avant 2002, c'était uniquement des champs et des bois. Moi, mes loisirs, quand j'habitais à Champs-sur-Marne, donc voilà, encore un petit village de Marne-la-Vallée qui s'est transformé en grande cité, et très bien pensé, mais pas que. L'un de mes loisirs préférés, c'était de partir dans les champs vers ce qui est maintenant l'université de Marne-la-Vallée. J'allais avec ma canne à pêche, mon vélo, j'allais dans les bois, j'avais trouvé une mare avec une source et j'allais pêcher le carpeau et le goujon. Super, un jour j'ai les bulldozers qui sont arrivés, j'ai un vieux portugais qui m'a dit bah on vient boucher la source, on a de la chaux, elle va partir là-bas, on va faire une école d'architecture. Voilà. Voilà, donc c'est juste, c'est du réel, c'est du concret. L'école d'architecture de Marne-la-Vallée se trouve à l'emplacement d'une ancienne source qui regorgeait de poissons, d'animaux de toutes sortes dans un petit bois et qui venait s'écouler pour aller vers des fossés un peu plus loin. À la place, c'est une jolie école. Biodiversité et paysage. Je suis paysagiste de formation. J'ai fait l'école du Breuil à côté de Paris, là, dans le bois de Vincennes. À une époque, on parlait vraiment pas beaucoup du paysage comme quelque chose de lié au naturel. On parlait du paysage comme de faire un jardin uniquement. Uniquement faire un jardin. Ce qui amène à se poser la question de ce qu'est un jardin. J'ai deux citations que j'adore. Je vous les lis, pour ceux qui ne verraient pas de là-bas. Quand un jardinier veut faire un jardin, il commence par arracher les herbes folles, les pruneliers sauvages, les ronces recourbées. Il met les oiseaux en fuite, il défonce la terre, il poursuit les racines, il les extirpe, il les jette au feu. Ça, c'est une citation d'Alain, qui est assez clairement ce qui s'est passé depuis très longtemps. Avant, justement, cet avènement de permaculture et tout ce qu'on veut, quel que soit le nom qu'on donne à tout ça, qui change les choses. J'aime beaucoup la réponse que Machiavel aurait pu lui faire, qui est « J'en conclus donc que la nature change et que les hommes sont entêtés. » Donc, alors excusez pour la police, on est sur Mac, ça a été fait sous PC et donc c'est pas toujours très lisible. J'en suis venu à essayer de trouver des solutions pour passer un petit peu à l'écart des conneries que j'ai vu faire. En toute humilité, j'apporte pas de solution exacte. Je me suis dit qu'en mettant un cahier des charges, ce serait déjà pas mal. Comme je l'ai dit, j'ai grandi dans des quartiers plutôt pourris, moins pourris après.
Et en tant que paysagiste, ce que j'ai vu m'a quand même atterré. On a fait des espaces verts qui étaient faits pour des gens à une époque, avec des vœux d'une époque, avec une façon de penser d'une époque. Mais un jardin, c'est quelque chose qui évolue par nature, c'est quelque chose qui grandit. Les habitants pour lesquels on a fait le jardin étaient déjà partis depuis longtemps de la cité quand le jardin est arrivé à maturité. Maturation, c'est encore autre chose. Dans certains cas, c'était un peu ça. Donc, fallait un petit peu bouger les lignes. Les caractéristiques du jardin punk. Je pourrais arrêter la conférence ici, vous avez juste ça à savoir. Il faut que ce soit pas cher à faire, facile à faire, rapide à faire, J'aime bien avoir ma bulle. facile à entretenir et autonome dans la mesure du possible, pas cher à entretenir, résistant aux agressions, c'est peut-être le plus dur, non nuisible, écologiquement intéressant et plus beau que l'existant. Autant vous dire qu'à chaque fois que vous rentrez dans une cité, vieille cité un peu à l'abandon, pas un truc tout nouveau pour gens qui ont réussi à se réinstaller à Montreuil, excusez-moi, je suis un peu méchant, mais le Montreuil de mon enfance n'est pas le Montreuil d'aujourd'hui, très clairement. Le fait est que, je sais plus ce que je voulais dire, oui, souvent quand je discute avec des responsables des pouvoirs publics, avec des maires, avec des élus, avec des administrateurs de HLM ou autres bâtiments collectifs, on me dit qu'on n'a pas les moyens d'entretenir, on n'a pas les moyens de faire un joli jardin. On aimerait bien faire écolo, mais les gens ne sont pas forcément prêts à ce que ce soit le bazar. Bon, voilà. Il y a un moment où j'en ai eu un petit peu marre, j'ai fait ce cahier des charges et puis j'ai fait la même chose chez moi. J'ai un jardin qui fait 1,7 hectare. C'était pas du tout prévu, parce que je cherchais un endroit pour mettre ma pépinière. Dans Lyon, il y a un truc qui fonctionne très très bien qui s'appelle blé, orge, colza. Les terres, pour en trouver, je peux vous assurer qu'il faut s'accrocher parce que les mecs ils sont accrochés dessus comme une bernique à son rocher. Et donc on m'a refilé les pires terres qu'on pouvait trouver là-bas, il fallait que j'en prenne minimum 1,7 hectare. Donc je me suis dit, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas trop de pognon, j'ai une pépinière à faire dessus, je voudrais me faire un jardin de démonstration. C'est le sol le plus pourri de la région, qu'est-ce que j'y fais? Ben, on va faire un cahier des charges. Oh ouais, ça va être compliqué. Première étape, on est à un jardin punk, on lâche prise. Okay. Première étape, on fait rien. C'est vraiment la base. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait je suis trop fainéant pour jardiner. Welcome. Donc parmi rien faire et rien faire, parce que le punk il fait rien, mais il est quand même pas complètement neuneux. Il a beau être dans son coin avec son clébard en train d'attendre pour faire la manche ou tout le bordel. Il est quand même capable de repérer la mémé qui va peut-être vouloir lui donner un sou, s'il lui fait un sourire et qu'il lui montre son chien. Observer, c'est capital. Observer, c'est même... Enfin, oui, c'est capital, il n'y a pas plus que capital de toute façon. C'est indispensable. Commencez par observer l'endroit dont vous disposez. Observez le site. C'est quoi le site? C'est pas que le site, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec nos amis du parc. Où ils sont. Bref, voilà, il y a Antoine là-bas. Le parc, c'est ce jardin en permaculture pédagogique qui se trouve pas très loin de chez moi en Puisay. Il expliquait, on n'a pas beaucoup de limaces. Oui, ils n'ont pas beaucoup de limaces parce qu'ils ont beaucoup de limaces oranges, parce qu'ils ont des bois autour. Observer, ça ne se limite pas au jardin qu'on va cultiver. C'est un peu tout ce qu'on étudie avec la permaculture. C'est bien, on va faire 100 mètres carrés, mais c'est tout le reste qui compte. Donc on commence par ça. Moi, je suis paysagiste, donc ma considération est aussi esthétique. On a une vue d'enfer par là, on a de là à là-bas, ça déborde ici, on a ça qui nous coupe le vent, on a ça qui nous coupe pas le vent. Le jardin, c'est un îlot. Mais c'est pas parce qu'on habite un îlot qu'il ne faut pas considérer la mer. Vous voyez ce qui se passe dans les atolls en ce moment. On est un élément d'un tout. Et surtout, il faut apprendre à regarder. Là, tout ce que vous voyez, ce sont des friches, en fait, des friches plus ou moins récentes. Celle de gauche, c'est dans des terrains riches et calcaires. On va avoir des choses super sympas. Là, il n'y a pas d'intervention humaine, hein. C'est juste des sols qui ont été laissés nus. Au bout de quelques temps, vous avez les Vesses, le Mélempire, les Grandes Marguerites qui sont venues s'installer. À droite, c'est la prairie dans mon jardin qui s'appelle le Flairial grâce à ma fille qui l'a nommé ainsi. Ou, ça c'est chez moi ça? Oui, c'est chez... Non. Là, non, ça c'est le pré à chevaux qui est à côté. Mais bon, c'est pas grave, c'est à moi aussi. Qui a été laissé 1 an sans rien du tout dessus. Et vous avez une prairie qui est absolument magnifique. 2. Reconsidérer le désordre. Désordre, c'est un peu facile, mais quand même. C'est pas parce que quelque chose vous semble être le boxon que c'est le boxon. C'est pas parce que quelque chose
est culturellement à rejeter qu'il faut nécessairement le rejeter. Guylaine, tes pucerons, tes limaces, on est dedans. C'est pas parce que on nous a toujours appris que les pucerons, ah c'est mal, c'est moche, c'est horrible, et que les chardons, il faut absolument s'en débarrasser, que c'est vrai. Si vous n'avez plus de chardon, vous n'avez plus de chardonneret. Si vous n'avez plus de pucerons, si vous n'avez plus de chardon, vous n'avez plus certains pucerons. Si vous n'avez plus ces pucerons, vous n'avez plus leurs auxiliaires. Si vous n'avez plus ces auxiliaires, vous n'avez plus d'auxiliaires pour défendre vos cultures. Il parle de reconsidérer les désordres. Tout. Vous savez que la matière a tendance à se désagréger, à se désuturer. Nous sommes entre l'ordre et les désordres. Comment reconsidérer les désordres dans la nature? C'était une prairie laissée en jachère depuis 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'avais des rumex. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la grande oseille très sèche, sauvage, qui fait presque du bois, et des chardons avec un petit peu d'herbe entre. Recitation, ça va être compliqué. On a accepté beaucoup trop souvent la nature humaine comme une donnée à laquelle il faut adapter les conditions extérieures. La vérité est naturellement que les conditions extérieures modifient la nature humaine et que l'harmonie des deux se réalise par leur interaction. C'est du Bertrand Russell. Il ne parlait même pas de jardin, mais ça marche quand même super bien pour le jardin. Donc l'idée, c'est si on arrêtait de maîtriser toutes les conditions extérieures. De toute façon, comme disait très justement un monsieur tout à l'heure, il y a des trucs qu'on ne peut pas maîtriser. On peut essayer de lutter toute sa vie contre les limaces sur les laitues, enfin sur les jeunes pousses de laitue, on n'y arrivera pas, donc autant leur en donner un peu, puis dire oh, bah, j'en mangerai moins. C'est un peu ça l'idée. Nos futurs. Voilà. Nos futurs. Pourquoi nos futurs? Pour une donnée très simple, parce que ça, il y a un truc qui m'a gonflé, c'est d'entendre un ministère du développement durable. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du durable? On n'en est pas dans le durable, on est dans quelque chose qui existe, et durable n'est pas définitif. Ça, c'était un jardin, c'était des terres maraîchères, c'est devenu une friche. Quelque chose qui a été fait un jour ne va pas reconsidérer son rapport au temps. Ces souvenirs que durable ne signifie pas définitif. Un jardin passe son temps à évoluer. Quand vous avez planté des arbres, au départ, vous n'aviez pas d'ombre. Ces souvenirs qui durable ne signifie pas définitif. On introduit les notions de soutenable par nous l'homme, mais la nature sera toujours refaite. Se refaire. La nature répond toujours ses droits. Si nous les laissons libre cours à la nature. Il est encore plus pourri qu'il était quand j'étais môme, il a évolué. La nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Il y a toujours un jardin, toujours le massif de rosiers à la noix et des crottes de chien pour faire péter des pétards dedans. Mais est-ce que c'est ça vraiment durable? Ça ne veut rien dire. Durable et définitif, ce sont deux mots dont je pense qu'on peut les bannir de notre pensée si on veut vraiment penser le jardin différemment. Transgresser, se rebeller. Transgresser et se rebeller. Transgresser et se rebeller. On nous donne des droits, c'est bien de les passer. Est-ce que vous croyez qu'on est très aux normes dans cette pièce? Est-ce que vous croyez que l'accueil du public avec du matériel électrique et de la paille, c'est une bonne chose pour la norme? Voilà. Si on commence à se mettre ce genre d'entrave à la noix, on ne fait plus rien. C'est ce qui permet de faire des choses avec peu de moyens. Vous voyez, par exemple, quand on va à Rotterdam, les gens ne s'emmerdent pas, hein. Ils ont envie de planter des plantes, ils déplacent carrément le trottoir. Et la commune ne leur dit rien. C'est accepté à partir du moment où c'est joli. En France, ça commence à se développer. Là, à gauche, c'est bien à gauche. À gauche, c'est Amsterdam. À droite, c'est Marseille. Il y a encore des choses à apprendre. Mais l'idée est là. Il s'avère quand même. Oh, pardon. À gauche, c'est Amsterdam et à droite, c'est Marseille. J'ai des photos. Donc, juste pour la petite anecdote, j'ai fait les photos à Marseille l'année qui a précédé celle où Marseille a décidé, suite à ce genre de choses, de décerner un permis de végétaliser les rues. Parce que les gens insistaient, trouvaient de plus en plus de dispositifs, de plus en plus hard rock pour faire des plantations. Et ils ont créé un petit truc avec la commune qui permet de végétaliser. Ce qui fait que les rues de Marseille, qui étaient extrêmement minérales, commencent à se verdir très légèrement. Dans un coin où il n'y a que du Mistral et du soleil, c'est pas mal.
Voilà, transgresser, se rebeller. Vous auriez dit en 1980, ouais, on va entretenir les zones industrielles en mettant des moutons. Je crois que vous auriez un peu pris pour un dingue. Aujourd'hui, c'est devenu chose presque courante. S'il n'y avait pas eu des zinzins pour transgresser le truc à l'époque, ça ne se serait pas fait. Là, tiens, c'est encore Rotterdam. Ils sont un peu tranquilles là-dessus, ils ont vraiment bien installé le truc. Transgression, elle peut se faire à l'échelle de chez soi. Hein. Vous voyez, à gauche, vous avez un petit jardin, c'est chez une copine, qui avait des pavés autobloquants dans la maison qu'elle a achetée. L'autobloquant, par définition, il n'y a pas grand-chose qui pousse dessus. Elle a enlevé 2-3 pavés, elle a planté des plantes qui se ressèment, elle a un super jardin punk. À droite, encore du chardon, ça c'est chez moi. Je suis entouré de paysans, ils font une gueule de dingue quand ils les voient, ça m'amuse. Voilà. En fait, l'idée de la transgression, c'est j'ai vraiment peine à penser que quelqu'un se mette des limites quand il a envie de faire quelque chose. Je suis professionnel, je fais des fêtes des plantes en tant que vendeur de plantes. Je rencontre du public tout le temps et j'ai plein de gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire ça mais j'ose pas. Ah, mais j'aimerais bien faire ça mais j'ai peur que ça marche pas. Ah, j'ai jamais jardiné, je sais pas si je pourrais le faire. » Faites-le, bon sang. Faites-le, c'est pas compliqué. Prenez une bêche, faites un trou et puis plantez le truc qui vous branche. Vous me dites un petit peu ce que vous avez comme terre. Je vous dis, bon, là, si vous mettez un nénuphar dans du sable, ça va peut-être pas le faire. Mais il y a quand même une sacrée marge de manœuvre. C'est comme, on parlait sur les rosiers comme on parlait tout à l'heure. J'ai des gens qui viennent me voir des fois en me disant, oh, je t'aime mes rosiers, mais je sais pas si je fais ce qu'il faut. Ils sont beaux vos rosiers. Oh, ils sont beaux, ils fleurissent bien, ils sont beaux depuis des années. Les rosiers, arrêtez de me gonfler. À gauche, c'était un terrain inondable. Un solide remorque très très dur, beaucoup d'argile, etc. Bon, bah, les gens voulaient faire une marge, je leur ai dit non. On m'a dit on va faire passer l'eau chez vous quand il y en aura, puis quand il n'y en aura pas, ce sera un chemin. Et puis je vais faire un truc. J'ai des collègues paysagistes qui se sont venus, qui ont vu le chantier, ils ont dit c'est dégueulasse ton boulot. Je leur ai dit bah ouais, mais c'est comme ça que je l'ai prévu. En fait, c'est tout bête. Là, j'en parlerai peut-être un peu après, mais techniquement, de faire des modes comme ça, de ne pas lisser le sol, de ne pas faire un truc super nickel avec des beaux volumes, ben ça permet à toutes les semences en dormance de bien récupérer, ça permet à la pluie de mieux mouiller la terre, ça permet au sol de mieux se restructurer, et ça permet aux plantes que j'ai mises de beaucoup moins souffrir quand elles vont devoir reprendre. Parce qu'elles vont pouvoir bénéficier de l'eau plutôt que l'eau ruisselle sur un truc tout lisse. Donc moralité, ce truc-là, je dois avoir des photos un peu plus loin, mais vous verrez que ça a pas mal marché. À droite, j'ai planté dans un tennis. Les gens qui avaient un tennis, ils me disaient, est-ce qu'on en fait, on détruit? Je dis non, on va planter des bouleaux dedans. Je suis allé avec ma pioche, on a planté des bouleaux dans le tennis. Des trous comme ça, et les bouleaux vont très bien. Les bouleaux continuent de détruire le tennis en fait, c'est le but. Dans les transgressions, c'est penser qu'on a besoin de rien, mais vraiment de rien. Ça, c'est un tas, comme on en fait dans les friches industrielles, dans les bâtiments abandonnés, enfin, etc., pour empêcher les manouches de venir mettre avec leurs caravanes sur les parkings. On ne peut pas dire que ce soit la meilleure terre du monde. On ne peut pas dire qu'elle bénéficie de nombreux soins. On ne peut pas dire que ce soit traité, on ne peut pas dire que ce soit bêché, tout ce qu'on veut. Les tomates, elles poussent quand même. Hein. Là, il y a un clodo du coin qui est venu, qui a planté des tomates et il a des tomates à récolter. Ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui a craché un pépin. Hein. En attendant, voilà, les limites, c'est bien de faire des beaux cahiers en disant je vais faire des rentiers, C'est bien si on veut faire du rendement, c'est bien si on veut devenir professionnel, c'est bien si on a des objectifs de survie extrêmement clairs. On n'est pas tous là, je crois. Hein. Globalement, on a encore un petit peu de marge. D'ici 2030, peut-être pas, mais pour l'instant, on peut. Les limites, c'est fait pour être transgressé. Voilà, et les contraintes, donc à bien se tenir. Là, c'est chez moi, dans mon jardin, j'ai acheté une maison à la campagne avec... C'était pas le même terrain que là où j'ai mon jardin de démonstration expérimentale, c'est en fait tout l'inverse. Mon jardin de démonstration expérimentale, c'est de l'argile, des limons, pas un caillou, hydromorphe, c'est-à-dire trempé d'octobre à mi-juin et sec comme un coup de trique le reste du temps. Mon autre jardin, c'est l'inverse, c'est 1 mètre de remblai, du calcaire, sec tout le temps. Bon bah j'ai planté, hein. J'ai cassé une dalle de ciment, j'ai planté des trucs dedans, j'ai récupéré les bouts de remblai, j'ai fait des petits paillages autour avec, et ça pousse. D'ailleurs les plantes elles n'ont pas besoin de nous, ça c'était un squat à Bordeaux, je suis allé voir, il y avait des tournesols, des trucs comme ça qui poussaient.
Même chose, à droite, c'est planté directement dans une cour. L'enrobé a été pété avec 2 coups de pioche et vous avez une belle clématite Armandii que les connaisseurs de jardin peuvent connaître parce qu'on la considère toujours comme un petit peu fragile. Je vous assurer qu'elle va très bien. Alors, j'avais des éléments de réflexion, mais je me suis dit, à la base, vraiment, ce qui m'a poussé à partir sur le jardin punk, c'est pas forcément le petit jardin de campagne, c'était surtout les milieux urbains qui m'ont traumatisé et dont je cherche vraiment, à chaque fois que je passe par une route dans le coin, à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit moins pire. Donc je suis allé à l'endroit le pire. J'ai voulu voir comment la nature se débrouillait sans l'homme, ce qui se passait quand une ville retournait à l'état sauvage. Quand l'espace Et je suis donc allé dans la zone d'exclusion de s'embellit Tchernobyl, tout seul. voir la ville de Pripyat, qui est une ville nouvelle, créée exactement à la même époque que la cité où j'ai grandi, avec des immeubles de même format, des configurations très analogues, des jardins, pareil. De toute façon, le principe de construction, c'était simple de ces cités, vous le connaissez peut-être, on mettait une grue, et on faisait les 4 immeubles qui étaient autour pendant que la grue pouvait tourner. C'est la grue, on faisait 4 immeubles. C'est comme ça que ça s'est fait. Toutes les villes nouvelles des années 70, ça s'est construit sous ce modèle-là. C'est pour ça qu'il y a des squares entre les immeubles. Pripyat est typiquement dans ce cas-là. C'était le fleuron du confort en 70 quand la centrale a été créée. Elle était faite pour loger le personnel. Et donc vous avez une ville de 20 000 habitants, entièrement moderne, nouvelle, datant d'après 70, qui a été vidée de tous ses occupants en 1986. Et voilà. Est-ce que vous voyez l'immeuble? Et là l'immeuble, vous voyez? En fait, quand je suis rentré dans Pripyat, j'ai demandé quand est-ce qu'on arrivait. C'est mon chauffeur qui m'a dit non mais on y est là. On ne voit pas les immeubles. Et j'ai vu d'un seul coup la cité dont je rêvais quand j'étais môme. Je me suis dit mais c'est ça que je voulais dans mon square. Parce qu'il y a quand même des opportunités assez intéressantes. Je veux dire que la nature répond sur ses droits. Nous voulons des villes végétalisées, intégrant les problématiques de la permaculture, des fiches végétalisées, la végétalisation. Oui, la nature en ville. Ça fait ça. Vous arrêtez d'entretenir un jardin public ici, ça fait ça. Vous avez les végétaux pionniers que sont les saules, les bouleaux, qui sont là. Les saules ont déjà quasiment disparu à Pripyat, enfin sur ces zones-là en tout cas. Vous avez maintenant les frênes qui ont pris le relais, les chênes qui commencent à apparaître là où c'est suffisant parce que c'est des sols très sableux, c'est un peu particulier. Mais voilà, c'est ça. Vous ne faites rien, il se passe ça. Maintenant, il faut comprendre dans quelle mesure c'est acceptable. Quel est le degré? On parlait tout à l'heure de seuil de tolérance pour les parasites. Quel est le seuil de tolérance pour la végétation? Voilà, typiquement, vous imaginez la prairie, la pelouse qu'on voit du 5e étage d'un immeuble. Bon, voilà, du 5e étage d'un immeuble de Pripyat, la pelouse c'est devenu ça. Vous avez quelques arbres qui ont été plantés au départ, que vont être par exemple un grand peuplier d'Italie, il va y avoir 2-3 conifères, et tout le reste ce sont leurs rejetons. Vous avez un petit massif de Pyracantha, par là, tac, Pyracantha c'est le buisson ardent, les petites boules oranges, les petites boules jaunes, plein d'épines. On a fait plein de haies dans les années 70 dans le coin, dans les squares des mômes. D'ailleurs qui sont arrachés partout, c'est hyper dangereux. Bon bah ceux-là on fait des petits. Les tracés que vous voyez ce ne sont pas les visiteurs, ce sont les animaux qui ont fait leur propre coulée. Ce que vous voyez là, c'est ce qui reste de bitume des allées. Les arbres là sont sûrement d'après 86, tous ces pins là. Donc voilà ce qui se passe. On a cette possibilité d'aller observer ce que l'abandon cause. Très sincèrement, je trouve ça pas plus mal qu'un square modèle. Et le béton n'est pas éternel. Parce que là, on a vu un espace vert, là c'est un espace artificialisé. Ça veut dire que toutes nos dalles commerçantes, nos parkings de supermarchés, etc., vous laissez le truc vivre, vous arrêtez d'y mettre les voitures pendant, là en l'occurrence 30 ans, mais ça peut être moins. On n'a pas le climat non plus de l'Ukraine. Ben, voilà, c'est ça. Les quelques peupliers d'Italie qui étaient plantés ont fait des rejetons partout, ont éclaté le sol. Ça vous fait des allées, des avenues de peupliers d'Italie. Et vous avez le stade ultime, avant que ça s'écroule, qui est la végétalisation des toits. En l'occurrence, ce sont des roseaux qui poussent sur les toits. Vous avez des roselières sur les toits, là où les toits ont gardé l'eau. Quand vous commencez à avoir des arbres sur les toits, là vous avez des infiltrations et après c'est le milieu qui disparaît.
C'est-à-dire que votre immeuble, ça devient un gros tas de gravats. L'avantage de l'abandon, c'est qu'on découvre aussi les peuplements naturels. Parce que on a beaucoup de plantes en dormance sous forme de graines dans un sol. Si on laisse le sol, ce qu'il y avait dans le sol se développer, on va vite arriver à un niveau qu'on dit de climax qui consiste à une espèce d'équilibre, d'une forme de neutralité, ou un équilibre provisoire se crée. Et si dans le même terrain que vous avez laissé nu, vous commencez à faire des sillons, vous allez faire ressortir d'anciennes graines, et vous allez transformer votre biotope. Là, l'endroit où ça se passe typiquement naturellement, ce sont les zones humides, qui peuvent à la fois être submergées, s'assécher, où donc le milieu va changer en permanence. Et surtout, là où des espèces envahissantes, alors, entre envahissante et invasive, il y a un petit gap qui est un peu difficile à expliquer. En général, on parle d'invasif pour des plantes exotiques, exogènes, qu'on a ramenées et qu'on ne sait pas maîtriser, qui n'ont pas de prédateurs, qui peuvent pousser à outrance, et envahissantes pour des plantes de chez nous qui font la même chose, mais avec des prédateurs. Là, typiquement, ce que vous avez, les grosses feuilles au milieu, c'est du nénuphar sauvage. Celui qui fait des fleurs jaunes que vous avez peut-être déjà vu dans les rivières et même dans la Seine à Paris, qui font des grosses feuilles vertes et des petites fleurs jaunes. Ce qui veut dire que ça, c'est un plan d'eau. Tout le reste, c'est une plante qui s'appelle Stratiotes aloides, le cactus d'eau, qui fait ça de diamètre à peu près, qui est de chez nous, qui est endémique, qui avait en France avant. Mais il faut vous dire que tous les milieux humides en France, enfin, pas tous les milieux humides, mais l'immense majorité des milieux humides en eau, c'est-à-dire pas les prairies humides forcément et pas forcément les marais, mais les canaux, les étangs, les mares, sont artificiels et créés par l'homme pour l'homme, ou l'élevage, ou des besoins liés à l'homme. Ce sont des anthropismes. Un étang, si vous enlevez l'homme pour gérer les vannes, pour gérer les assecs, les nettoyages, etc., un étang, ça devient un bois. Enfin, une prairie humide puis un bois. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Et vous vous rendez compte que ce petit truc là, cette petite plante, que quand on la voit arriver, elle est grosse comme ça, qui à la fin de l'été, elle est grosse comme ça, et qui résiste à l'hiver en flottant et en allant s'ancrer au fond de l'eau pendant qu'il fait froid, elle est capable de boucher tous les canaux, de boucher toutes les écluses, de boucher toutes les vannes, d'empêcher l'approvisionnement en eau d'une ville entière, et que c'est pas pour rien que les humains ont foutu en l'air. Et là, c'est un abîme un peu complexe, c'est-à-dire qu'elle est bien belle la vie de laisser la nature reprendre ses bras, mais il y a des limites qu'on ne peut pas transgresser, et ça, c'est super dur. Est-ce qu'il y a des végétaux qui sont plus favorisés du fait de la radioactivité? Est-ce qu'il y a des végétaux qui sont plus favorisés? Non, la seule chose qui a été constatée vraiment qui soit marquante, bon, il y a eu les pluies, la forêt rouge en fait, qui est une forêt de pins qui a été grillée carrément par les pluies très contaminées immédiatement après l'explosion. La seule chose qu'on constate, c'est que les bouleaux ne stockent aucun radioélément. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas